Aujourd'hui, on parle de coup de cœur manga autour des yokai. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Tu aimes bien les yokai? J'aime bien les aventures de folklore japonaise et notamment de respect de la nature. Et c'est ce qui va caractériser en fait les deux œuvres qu'on va présenter aujourd'hui, qui sont deux œuvres qui sont déjà terminées au Japon, donc en moins de 5 tomes, donc en cours de parution en France. Mais comme ça, au moins on sait où on va. Et c'est des œuvres de grande qualité. Alors c'est parti pour la première lecture. La première œuvre, c'est Nos voisins les yokai, Tonari no Yokai-san. Ça rappelle en titre Tonari no Totoro. Oui, c'est vrai, Totoro. tout à fait. Et donc, on est dans une réalité alternative où les humains habitent et vivent de manière totalement harmonieuse, voilà, avec des yokai qui sont partout dans la société. Là, on suit plus une vie de campagne, dans une campagne où notamment Bucho, le chat Nekomata, et Jiro, le Tengu, qui est juste derrière en forme d'oiseau, cohabitent ici avec la jeune Mutsumi. Moi j'aime bien le chat, il est gentil, il est trop mignon, il est trop bien. Et on voit effectivement d'autres yokai apparaître tout au long de l'œuvre. On les voit aussi à la ville et pas seulement en fait en campagne, même si le cœur est sur la campagne. Effectivement, l'histoire commence alors que du coup le chat, le chat qui n'est pas encore Nekomata, ici on le voit, est en train de se transformer. C'est-à-dire c'est un chat qui a plus d'une vingtaine d'années et qui se retrouve en fait à avoir une deuxième queue qui apparaît. Il est en pleine transformation, il arrive et il commence sa vie de yokai en fait. Donc plutôt que de mourir de sa belle mort, il commence une nouvelle vie. Il commence une nouvelle vie parce qu'il est tellement attaché à cette famille qu'il ne voulait pas mourir et qu'il arrive que ce type de choses, c'est-à-dire ce type d'événement surnaturel, fait qu'un animal ou même, on le verra plus tard dans l'histoire, une chose, par exemple une voiture, un objet, inanimé, peut prendre vie grâce à tout les sentiments qui ont été apportés par les gens qui s'en occupaient. Donc on est sur une œuvre du coup extrêmement inventive dans le fait de revisiter ainsi les personnages emblématiques du folklore japonais dans des histoires qui sont particulièrement denses. Les chapitres sont pas très longs, hein, une dizaine de pages à chaque fois, mais racontent beaucoup de choses, c'est du quotidien. On va voir plusieurs univers s'entremêler. C'est un peu une œuvre chorale parce que certes, il y a Bucho qui est on va dire, qui est presque le héros de cette histoire, mais c'est aussi le cas de Mutsumi. Sur les premiers chapitres. Voilà, la jeune fille. Et puis plus tard, on va aller dans une école où il y a une jeune fille Kappa, dont on va suivre le quotidien et la manière dont elle cherche aussi à s'affirmer. Donc tu as la focalisation sur différents personnages et pas seulement sur un héros. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très très sympathique, sachant que par ailleurs, il y a quand même un fil conducteur qui est que Mutsumi, la jeune fille qu'on voit ici sur la couverture, a perdu son père il y a plusieurs années, qui a disparu dans une sorte de, on ne sait pas trop, faille ou autre. Donc ça sera un peu le grand mystère de cette histoire. Mais sachant que c'est en toile de fond, le reste est vraiment du quotidien qui nous fait suivre par exemple comment Bucho obtient d'abord sa carte de résident, si je puis dire, en tant que yokai. Il y a toute une administration qui est derrière et aussi fait la rencontre en fait de celui qui gouverne les yokai, qui prend ici une forme humaine. Donc, qui est dans le show business. Qui est dans le show business, qui a l'air d'être un politique incroyable. Et il prend aussi de l'assurance parce que la caractéristique des Nekomata, c'est de pouvoir se transformer. Et donc, notamment, il va prendre des cours avec une kitsune, une renarde qui sait se transformer. Donc, par exemple, c'est ce qu'on suit au tout début de l'histoire. Il va prendre des cours avec elle. Il commence à savoir, par exemple, transformer ses mains. Cette œuvre est d'une richesse incroyable en fait j'aime beaucoup le fait que ça se passe dans la campagne japonaise avec tout ce folklore là, toute cette vie où les yokai sont ici pour la très grande majorité en fait totalement intégrés dans la société et sont pas des personnalités qui sont potentiellement maléfiques. Ils sont pas non plus cachés ou pas cachés.
comment dire, on les déteste pas, on cherche pas à les discriminer. Tout à fait. Et donc, ça fait vraiment partie des choses que j'apprécie dans une œuvre où les personnages sont du coup attachants. On voit que chacun peut avoir leur fêlure. Un Jilo, par exemple, le Tengu, qui vit depuis plusieurs siècles. En fait, il suit la famille de Mutsumi depuis des siècles aussi, avec les drames que cette famille a pu traverser. Donc, je retrouve quelque chose que j'apprécie aussi dans Frieren, cette réflexion en fait sur le temps qui passe et sur la manière dont finalement des héritages se font. Le fait de survivre aussi à des personnes. Voilà, tout à fait. Et aussi de survivre à des catastrophes naturelles, parce que c'est ce qui marque beaucoup le Japon. Les séismes, les éboulements, tout ça. Moi, j'ai découvert cette œuvre d'abord par l'adaptation animée. Tout à fait. Que j'ai trouvé magnifique. Dès le premier épisode, et même les suivants, t'as l'impression de regarder un film. T'as l'impression de regarder un très bon Ghibli. Et ce n'est qu'après, tu m'as dit, je crois que c'est un manga à la base. Oui, c'est un manga à la base, et par exemple, les 3 premiers épisodes de l'animé adaptaient le premier tome du manga. Même si, du coup, en fait, vous voyez bien, c'est un manga ultra dense par rapport à l'écriture, les textes, etc., et aussi assez épais, en fait, en pratique. Plus de 240 pages. Donc, il y a des histoires qui vont un petit peu plus vite dans l'animé que dans le manga. Et donc, le public cible de cette histoire... C'est plutôt un public adulte. Et oui. Et oui, donc c'est pour ça que... Mais c'est marrant qu'en France, des histoires public cible au Japon adultes, matures, en France, on va flécher ça vers les enfants. Les libraires les flèchent vers les enfants. Je ne sais pas exactement quelle communication a fait. Non, mais je pense que c'est l'éditeur justement, français. Nobi. Il l'a mis dans la collection Genki. Il y a Horimiya aussi dans la collection Genki et autres. Mais c'est vrai que systématiquement, on a trouvé cette œuvre-là dans le rayon enfant. Ouais. Or, en fait... Ou alors, parce qu'il y avait Yo-Kai Watch, et Yo-Kai Watch, effectivement, c'était vraiment pour les enfants, petits garçons qui jouent aux jeux vidéo... Non, aucun rapport. Le pacte des yokai, pas du tout. Je sais pas non plus. Je sais pas. En fait, c'est parce que difficile, le graphisme est mignon. Parce que Mutsumi est aussi une héroïne, c'est une jeune fille là qui est sur la couverture, donc on va se dire ah là là, c'est très mignon. Ouais, mais on ne dit pas que des enfants. En fait, alors ça peut être lu par des enfants, je pense en étant accompagné par des adultes, parce que justement les enfants sont pas tant familiers du folklore japonais comme peut l'être des enfants japonais. C'est vraiment très net. Hein. À la fin du premier tome, par exemple, il y a une postface en manga de Noho, qui a créé cette histoire-là, qui raconte un petit peu comment, qu'est-ce que ça représente, les rituels, notamment de Obon, quand on célèbre les défunts. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment la manière dont finalement elles s'inspirent, les kappa. Nous, on sait ce qu'est le kappa dans le folklore japonais, donc quand tu dis qu'il faut qu'il soit accompagné, il faut expliquer les références culturelles. C'est ce que tu veux dire. Voilà, c'est ce que je pense. Donc il y en a vraiment beaucoup, du coup, de ces références-là. Alors c'est très accessible. Il n'y a pas de scène choquante qui ferait que ce manga ne peut pas être lu par des jeunes. Je pense que, par exemple, peut-être qu'à partir de 9 ans, tu peux lire et apprécier cette histoire. Mais à un moment donné, tu es en focalisation interne envers la kitsune, par exemple, qui est clairement Bien adulte. Sûr. Oui, avec des problèmes d'adulte. Voilà, donc tu peux pas te dire, tu ne fais que suivre que des enfants. C'est pareil pour le chat. En fait, c'est une personne âgée, en vrai. Bucho, oui, c'est sûr. Hein, il a vécu une vie entière, aussi. Le Tengu aussi. Et plus tard, ensuite, d'autres personnages qui apparaissent dans le tome suivant, avec, par exemple, un homme qui a une 60aine d'années, qui a perdu sa femme et donc qui est dans le deuil, qu'il n'arrive pas à passer. Ouais. Donc, vraiment des problématiques... plutôt d'adultes, en fait. Plutôt matures. Et... Après, ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas y être sensibles. Tout à fait. Mais effectivement, c'est peut-être un fléchage éditorial ou de libraire un peu rapide, parce que c'est vrai que même moi aussi, quand au début je regarde juste l'affiche de l'animé, je me dis « Oh, ça a l'air mignon !» Ouais, quand tu regardes que la première image. Oui, parce que j'ai pu voir Rosalis pleurer devant certains épisodes. Ah oui, et des vraies larmes. Hein. Oui, donc parce que ça te tire des émotions, des sentiments liés aux situations qui sont décrites. Oui. Mais je pense que nous, on est la bonne cible. En fait, ça nous vise, nous.
Moi et Morgane, on est le bon public pour ça. Donc tu penses que ça vise... Bah, ça vise nous. Ouais, ça vise Voilà. nous. Voilà. Si vous vous assimilez à nous, eh ben, vous êtes la cible. Est-ce que c'est un titre qui reçoit le tampon Rosalis? Ça dépend des moments. Est-ce que j'ai envie de pleurer de tristesse tout le temps? Pas toujours. D'accord. J'avoue, au début, quand j'ai cliqué sur l'application, c'était où? Sur Crunchyroll? Enfin, bref, en VOD pour l'animé. Moi, j'attendais un truc mignon, cotonneux, avec des animaux gentils. Au départ, je me disais, c'était Nanan Bioli. Oui, la vie à la campagne. La vie à la campagne, avec en plus des esprits. Nambili. Voilà, c'est ça. Voilà, tu prends le temps de t'amuser. Ah, pas du tout, là, ça prend au cœur. Là, c'est vraiment... plus profond que ça, justement. C'est profond. C'est vraiment... C'est une œuvre intelligente. C'est une œuvre vraiment géniale. 4 tomes. Hein. Donc quand tu as envie d'une œuvre intelligente, oui, pas de problème. Ouais. En ce moment, j'ai envie de tranquillité. Ouais, je comprends. Voilà, moi j'adore. Je suis très content qu'il l'ait traduit en France, parce que je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir découvrir ainsi ce folklore. Ok, donc c'était la première lecture. On passe à la deuxième lecture. La forêt magique de Hoshigahara, donc en 5 tomes. T'en as pas déjà parlé? Si, mais ça n'empêche que je puisse en reparler dans des éléments thématiques. Ah oui, parce que en fait, le tome 2 est sorti, c'est pour ça. Le tome 2 est sorti, voilà. Le tome 3 ne va pas tarder. Okay. Et donc, on est sur une œuvre qui est publiée en France dans un plutôt grand format. Oui. Et qu'on trouve en France dans le rayon... Enfants. Non mais... Ah oui, alors la forêt magique de Hoshigahara, c'est un peu comme pour nos voisins les yokai. Ok, quand on commence à lire l'histoire, on se dit « Ah, c'est mignon, les premières pages, c'est dans une forêt magique où prennent vie les objets auxquels ont été attachés des sentiments. » Ah tiens, ça rappelle un petit peu nos voisins les yokai. Oui, mais genre manière. Même un caillou, ça peut prendre vie. Tout à fait, donc même un caillou. Ou alors là, par exemple, ici, ça s'ouvre avec un coq trop mignon. Vous voyez bien pourquoi on peut le flécher pour enfants initialement. Et effectivement, juste le premier chapitre. Juste le premier chapitre. En fait, je trouve que c'est assez effrayant. Ah, parce qu'il y a un peu de mystère. Rien que dans le tome 1, franchement, moi je trouve que c'est effrayant. Je sais. Donc là, par exemple, on a un caillou qui a pris vie. Si le caillou est renvoyé à l'extérieur de la forêt, en fait, il perd sa conscience. Donc, et par contre, s'il revient dans la forêt, la conscience revient. Voilà, donc c'est ce type d'aventure. On va suivre, du coup, le quotidien d'un personnage masculin dont on va développer au fur et à mesure, Soichi, dont on va développer au fur et à mesure les caractéristiques. Humain. Lui est un humain qui a en fait une carte qu'il doit remplir. Voilà. Une carte à tamponner. Une carte à tamponner qui lui a été donnée, confiée avec une promesse. On découvre quelle est la nature de cette promesse dans le deuxième tome. On découvre aussi, dans tous les sens du terme, le type de résultat que ça pourrait avoir s'il arrivait à conclure cette carte. Donc c'est un peu comme si tu fais bien tes exercices, ta gymnastique quotidienne, chaque jour, hop, t'es tamponné, puis à la fin, t'as peut-être un truc. Ou comme une carte de fidélité. C'est très japonais, hein, ces cartes-là. Oui. D'ailleurs, on a retrouvé ces cartes... dans Animal Crossing. Voilà, c'était exactement ça à quoi je pensais. Dans Animal Crossing. Donc, on les retrouve vraiment, vraiment très caractéristiques de cette culture japonaise. Mais c'est une forêt, c'est un être vivant. Il y a plein d'éléments. Il y a des plantes, il y a des animaux qui habitent dans cette forêt. Il y a d'autres éléments, il y a le vent. Des choses qui sont temporaires, parfois des tornades, des brises qui n'ont pas exactement les mêmes intentions vis-à-vis des occupants dans cette forêt. Et donc, forcément, on le sait, notamment au Japon, pays marqué par différents types de catastrophes, la nature n'est pas que toujours bienveillante. Et on va dire c'est cette facette-là qui ressort parfois dans des scènes qui peuvent être un petit peu... Moi, ce qui m'a effrayé, par exemple, c'est l'ouragan. Tu vois ? Oui, je vois bien. C'est la tornade. Oui. Ou alors, qu'est-ce qui se passe quand une tortue qui pensait avoir un compagnon sur sa carapace perd la mousse qui l'occupait et qui l'accompagnait dans son quotidien? Eh bien, en fait, se met en colère. Elle passe le côté obscur de la force. Elle passe du côté obscur. C'est un petit peu ça. Comment lui faire... lui redonner... est-il ne serait-ce possible que de lui redonner un peu de lumière?
comment faire pour faire en sorte qu'elle sorte de sa tristesse et de sa solitude. Donc c'est ce type de problématique. C'est très beau. Regardez-moi, en fait, la tortue, quand tout va bien, avec sa petite mousse et l'esprit de la mousse qui est au-dessus d'elle. C'est magnifique. Le dessin, en fait, de Hisao Iwaoka, qu'on connaissait auparavant en France pour la Cité Saturne, est splendide. L'histoire est puissante. C'est-à-dire la manière dont, en fait, notamment quand tout se passe bien, parce qu'il y a quand même des chapitres où tout se passe bien, on découvre un La petit... Cité Saturne, pour l'anecdote, c'était en France publié et fléché, pas pour les enfants, non? Non. C'était considéré comme... lecture adulte, oui. chez Kana. Ouais. Voilà, donc il y a des petites histoires parfois mignonnes, comme ici celle de ce petit bouton qui attend depuis 100 ans. Et donc plein d'éléments comme ça. Il y a vraiment une inventivité incroyable dans les aventures qui sont contées. Et en fait, c'est ce que j'aime, tout autant que, par exemple, on va découvrir une graine de muguet dans ce tome 2. C'est vraiment magnifique. Les dessins sont sublimes. Mais ça donne envie quand t'en parles. Mais oui, j'adore. Mais oui, mais cela dit, quand je te demande qu'est-ce que je lis dans ta pile de lecture, tu me dis « Ah, pas ça ». Pour la même raison que nos voisins les yokai n'ont pas eu le tampon Rosalis, ici ça prend au cœur. Il y a des aventures, comme tu le disais par rapport au premier tome, qui sont tristes. Ah, d'accord. Donc le tome 2, tu m'as dit ne le lis pas parce que ça va te rendre triste. Oui. D'accord. C'était pour ça. Ah. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je sais à quel moment tu peux lire certaines histoires. Et là, par exemple, l'histoire de la tortue, dont je n'ai pas dévoilé quel était le résultat, mais dont j'ai dévoilé un peu la problématique, va te toucher, tu vois, cette tortue qui vire du côté obscur. Ah ouais, puis après, je vais pas être bien. Ben voilà. Parce que, en fait, si une histoire se finit en injustice, là, je suis pas bien. Oui. Même si il ne suffit pas non plus qu'elle se finisse en injustice. Et si le chemin était tortueux, ça peut être difficile. Et du coup, là, en fait, on se retrouve vraiment, à mon sens, dans le même type de relation qu'on peut avoir dans Princesse Mononoke, avec des divinités, donc ici, en fait, plutôt des esprits, qui peuvent être torturés et virés d'une façon sombre par une incompréhension ou un mauvais comportement à un moment donné. Ouais, mais Mononoke, ça me rend pas mal. Tu l'as plus vu depuis un petit moment, je pense. Bref, ce manga est magnifique. Là encore, comme on l'a dit, rangé au rayon pour enfants. Je pense que c'est un manga. Il peut certes se lire à partir de 9 ans, mais je pense avec un accompagnement. En vrai, à 9 ans, tu lisais quoi? Tu lisais déjà des œuvres à destination pour adultes, non? Pas encore totalement. Pas encore? Non. Après, il n'y avait pas encore de manga à notre époque. Il n'y avait pas encore de manga, donc c'était France, plutôt de la BD franco-belge classique. Donc, en franco-belge, tu lisais que des BD pour enfants? Que du Dupuis classique, et pas des titres... je lisais pas encore Flux glacial à 9 ans. Ah ouais. Et Yokotsuno, tu trouves que c'est pour qui? Ah, c'est pour enfants. Ah bon? Oui. Oh, pour moi c'était classique de ce qui passait dans Spirou. Ah. C'était mince alors, moi qui croyais lire des BD. C'était pas ça, des BD pour adultes. Oh mince. Ah non. Okay. Si tu voulais être adolescent ou autre, tu lisais Bogdani ou des choses comme ça, mais pas Yokotsuno. Ok. Ok, très bien. Donc voilà. Voilà, donc c'est le ressenti. Un titre magnifique, comme nos voisins les yokai, à avoir dans sa bibliothèque, à prendre en bibliothèque si vous êtes bibliothécaire ou médiathécaire. Vraiment une œuvre intelligente qui permet de réfléchir sur l'environnement, la manière dont on a interagi avec celui-ci, typique de l'esprit japonais, de l'animisme, d'attacher des esprits. Est-ce que là aussi, tu dirais, il faut être accompagné pour avoir des explications sur les références culturelles? Un peu moins, je pense, parce qu'il y a moins... C'est des objets ici, je pense que c'est proprement associé à l'inventivité de l'autrice. Alors que dans Nos voisins les yokai, c'était vraiment des yokai typiques de la culture japonaise. Connaître. Où je me dis, ça peut être intéressant de connaître les caractéristiques. Un kitsune, nous on sait par exemple que c'est un renard qui se transforme. Après, pourquoi est-ce que tu sais? Parce que c'était présent dans des mangas, dans des animés, et ensuite tu as cherché justement à connaître. Oui, mais c'est pour ça que je dis tu peux faire un parcours de lecture autour. Ouais.
Je pense que c'est deux œuvres typiquement à faire lire, par exemple, qu'on peut mettre à des enfants qui ne veulent pas trop lire de romans, mais qui voudraient et qui veulent bien lire des mangas ou de la BD, et en se disant, tiens, pendant tes vacances d'été, c'est des titres à lire. Mais est-ce que l'enfant voudra lire ça? Parce que l'enfant préférera lire Naruto et... oui, ce qui est populaire, Oui, Spy je sais Family, ou alors ce qui a une adaptation animée. Oui. Ah, parce que je me souviens de la réaction de mes neveux et nièces quand ils étaient petits. Tu leur offres un truc un peu qui fait indépendant et tout. Oh là là, ils sont pas ravis. Donc, bon, bah voilà, moi c'est mon des parti enfants pris. très, très ouverts d'esprit, alors? Ouais, je pense. Ouais. J'adore ces deux titres, vraiment. Je pense que c'est plutôt toi, le public cible. La forêt de magique de Hoshigahara, c'est pareil C'est clairement que pour toi. Nos voisins les yokai, c'est pas publié dans un titre... c'est pas un manga jeunesse au Japon. Oui. Voilà. Ce vecteur de Bon, si prépublication. vous vous reconnaissez en Morgane, eh bien, vous êtes le public cible. Tu crois que c'est ça le Oui, guide? c'est ça. D'accord, très bien. Bon, bah voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.